Je sème. Je sème. Je sème. Tu sèmes. Tu sèmes. Tu sèmes. On sème. On sème. Salut à vous, c'est Joanne et bien ravie de vous proposer ce podcast. Donc ici, je vais donner la parole à Marie-Monique Robin. Alors elle est journaliste, elle va se présenter en début d'interview. Je l'ai rencontrée il y a plus de 20 ans alors que j'étais jeune... engagée, militante dans une association locale. On organisait des projections de films et puis à l'époque, elle sort Le Monde selon Monsanto. Donc elle va en parler en début d'échange et puis on va arriver progressivement à Vive les microbes, qui était le film et le livre qu'elle sortait là il y a un peu plus d'un an. Donc cette interview, je la considère toujours intéressante, toujours d'actualité, donc je suis heureuse de vous la proposer. J'ai raccourci le contenu pour tenir dans 25 minutes, j'ai pas fait mieux. Et puis entre deux considérations un peu généralistes sur les questions d'écologie, etc., on va aborder la place des femmes. Bonne écoute à vous, et puis rendez-vous en fin de podcast, je reviens vers vous. Je sème. Je sème. Je sème. Tu sèmes. Tu sèmes. Tu sèmes. On sème. Alors, Marie-Monique Robin, donc je suis documentariste et écrivaine, parce que Le Monde selon Monsanto, c'est aussi un livre traduit en 30 langues. Et je le rappelle parce que Oui, effectivement, vous faites bien. il a eu vraiment beaucoup d'impact, le livre, toujours. Donc je fais des films et des livres depuis 43 ans, je crois. Et avant Le Monde selon Monsanto, moi, mon thème favori et principal, c'est les droits humains. D'accord. Donc c'est ça le sujet pour moi. Et on peut tout analyser depuis le prisme des droits humains. Donc moi, j'ai commencé ma carrière, c'était plutôt les droits humains au sens classique, si j'ose dire, c'est-à-dire les victimes des dictatures en Amérique latine, voilà. Et puis petit à petit, évidemment, les droits humains, ça concerne aussi le droit de vivre dans un environnement sain, le droit à la santé, tous les droits économiques et sociaux qui sont reconnus par la Convention internationale des droits de l'homme. Et donc, parmi ces droits, il y a évidemment le droit de manger sainement. Et donc, la question de savoir qui possède les semences, c'est une question fondamentale. Et c'est ça qui m'a conduit notamment au Monde selon Monsanto. On découvrait comment des grandes multinationales, comme Monsanto d'ailleurs, déposent des brevets sur des plantes, par exemple, à travers les OGM. J'ai fait Argentine, le soja de la faim, la déforestation en Argentine pour implanter des monocultures de soja transgéniques qui sont ensuite exportées vers le port de Lorient, ici en Bretagne, et qui servent à nourrir les élevages intensifs. Et puis j'ai fait Blé, chronique d'une mort annoncée, qui montrait comment, à force de manipuler le blé pour qu'il ait de très grands rendements et qu'il soit facilement panifiable de manière industrielle, etc., on a modifié le génome du blé, la molécule du gluten qui fait qu'il est de plus en plus difficile de la digérer. Par rapport à mon sujet, par rapport à l'agriculture, c'est aussi pour ça que ce film m'a très fort marqué, puisqu'à l'époque, je m'orientais vers l'agriculture. Donc voilà. Je sais que vous avez fait aussi Les Moissons du futur, etc. Vous avez fait quand même un certain nombre de films. Alors, on peut en parler effectivement, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la femme. C'est où on trouve l'engagement, comment ça arrive, comment on se mobilise aussi. Alors moi, je suis d'abord une journaliste. Ce sont mes parents qui m'ont transmis cet intérêt pour ces questions des droits humains. Moi, je suis née sur une ferme dans le Poitou-Charentes. Je suis fille de paysans. Mes parents étaient militants de la JAC, la Jeunesse agricole catholique, oui, très implantés dans tout l'ouest de la France. J'ai dit parfois que c'était une magnifique agence patrimoniale, la JAC. Parce que, en fait, pour les ruraux dans les années 50, c'était très difficile, en fait, de sortir de son village. Mon père était responsable régional et ma mère responsable départementale dans les Deux-Sèvres, la JAC. La JAC, c'était un magnifique mouvement qui voulait l'émancipation du monde rural. Au départ, c'était même assez révolutionnaire, en fait. Mon père me disait, peu de temps avant sa mort, qu'ils avaient créé les premières CUMA, les premières coopératives, pour essayer de développer une forme de solidarité dans le monde rural. Et puis après, à la fin de sa vie, il disait tout ça a été quand même pas mal dévoyé. Toutes ces coopératives qui sont devenues des multinationales quasiment, et qui ne servent plus du tout à émanciper les agriculteurs, mais qui les rendent plutôt esclaves, en fait. Mes parents
revendiquaient leur appartenance au monde rural, évidemment, et m'ont transmis ça. Et ce qui fait que j'étais assez combative, parce que quand j'étais au lycée, j'appartenais dans les Deux-Sèvres. Les fils de paysans étaient considérés évidemment comme rien. Comme moi, j'étais une excellente élève, excusez-moi de vous dire ça. Professeur de français, une fois me dit, mais cette rédaction, c'est toi qui l'as faite? Je dis, bah oui, c'est moi qui l'ai faite. Comment c'est possible? Sous-entendu, les fils de paysans ne sont pas capables de faire de bonnes rédactions. Donc, quand on a des parents qui vous disent, allez, il faut relever la tête, je peux vous dire que ça vous forge de caractère. Donc voilà, et moi, c'était fort improbable que je devienne journaliste, mais je le suis devenue. Et évidemment, ce qu'ils m'ont transmis, c'était cette idée qu'on peut changer le monde. Et c'est ça mon moteur, en fait. Donc on est tous acteurs. Le rôle des journalistes, c'est de transmettre des informations bien recoupées, etc., qui permettent ensuite aux citoyens et aux citoyennes d'agir. Oui, ça, vous dites quelque chose qui, pour moi, résonne fort. Effectivement, on peut tous être acteurs. Il y a beaucoup de fatalisme aussi. Oui, c'est ça le problème. Parce qu'on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de désinformations qui circulent et qui contribuent à une forme d'inertie, tout particulièrement dans le monde rural, d'ailleurs, et le monde agricole, avec voilà, la désinformation organisée. Parce que c'est moi ce que j'ai montré dans le monde selon Monsanto. C'est que ces multinationales qui vendent des produits chimiques, des herbicides, etc., ou des semences transgéniques, ou au moins hybrides, voilà, eh bien, manipulent les données, cachent la toxicité de leurs produits. C'est tout un système de mensonges organisé qui enfume, si j'ose dire, tout le monde. Mon père me racontait, peu avant sa mort, il me racontait la première fois qu'il a passé des pesticides dans les champs, au début des années 1960. Il ne savait évidemment pas que c'était très toxique. Et il rentrait à la maison tout jaune. Tout jaune. Pas de masque, rien. Enfin, à l'époque, évidemment qu'il ne le savait pas, parce que les fabricants, déjà à l'époque, savaient que ces produits étaient très toxiques et en cachaient la toxicité. Moi, c'est ce que j'ai démontré. C'est pour ça que ça a eu beaucoup d'impact. Il a montré que toute l'industrie chimique a fait ça, a menti, a manipulé, a caché. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça que je dis que ceux qui continuent de prétendre que les pesticides ne sont pas dangereux pour la santé, ils sont criminels, je le dis franchement. Criminels parce qu'on sait que c'est toxique. On sait que ça peut provoquer des maladies de Parkinson. C'est pour ça d'ailleurs que cette maladie est reconnue comme une maladie professionnelle aujourd'hui par la Mutualité sociale agricole, que ça peut provoquer des lymphomes non-hodgkiniens, une forme de leucémie. C'est même incroyable qu'avec les centaines, milliers d'études qui existent, qui montrent la toxicité de ces produits, eh bien, on ne décide pas de les interdire, tout simplement. Et là, c'est du cynisme, c'est du pouvoir conflit économique. Ouais, bien sûr. C'est du pouvoir économique, c'est beaucoup d'argent, évidemment. Tout ce système extrêmement néfaste pour l'agriculteur. D'ailleurs, je rappelle qu'il y en a un qui se suscite tous les 2 jours. Il y a vraiment un énorme malaise dans cette profession. Sans parler de ceux qui font faillite. Dans ce modèle agricole très industrialisé, pour survivre, il faut s'agrandir. Et on s'agrandit au détriment des autres. Oui. Sinon, il n'y a pas d'autre option. Au moment de la sortie du Roundup face à ces juges, il y avait en face de moi un représentant de la FNSEA. Et je lui ai dit, ça avait beaucoup buzzé à l'époque, que c'était le seul syndicat que je connaisse qui organise en permanence la disparition de ses adhérents. Ils ont passé leur temps à ça. C'est-à-dire, on est 10%, ben on va passer à 7, à 8, puis après à 3, puis après maintenant il faudrait passer à 2. Donc comment on va faire pour gérer la disparition, quoi. La disparition physique, économique. C'est impressionnant de voir cette entreprise qui est à l'œuvre. Quand je suis né en 1960, il y avait 1 800 000 fermes. Dans les années 90, il n'y en a plus qu'1 million. Et aujourd'hui, il y en a 380 000. C'est absolument impressionnant de voir comment on n'a rien compris. Enfin, en tout cas, on continue de nier tout ça, quoi. Donc effectivement, je vous disais avoir été paysanne. En ce moment, c'est assez violent. Le monde. J'ai été rencontrer Nicolas Legendre qui me parle du mammouth qui se réveille en qualifiant de mammouth le système, voilà, agro-business, etc. Bref. Là-dessus, le bio ne nourrira pas le monde. Voilà, c'est des choses qu'on entend encore au jour d'aujourd'hui. On a parlé des coûts, des externalités tout à l'heure. Enfin, bref, là-dessus, votre analyse à vous Moi, j'ai fait un film et un livre là-dessus. Ça commence exactement comme ça. Je suis sur un plateau de télévision sur France Télé
Monsieur Bruno Le Maire, qui à l'époque était ministre de l'Agriculture, me dit: Madame Robin, ok, il y a peut-être des problèmes avec les pesticides, mais on ne pourra pas nourrir le monde sans pesticides. J'ai fait un film qui s'appelle Les Moissons du futur, qui montre que, évidemment, c'est faux, que ça vient de nulle part. D'ailleurs, je rappelle que ceux qui disent qu'on ne pourra pas nourrir le monde sans pesticides, ils oublient de dire qu'on ne le nourrit pas non plus avec les pesticides, malgré les milliards qui ont été investis. Il y a toujours près d'1 milliard de personnes qui ne mangent pas leur faim. Et la majorité, 80%, ce sont des petits paysans qui ont dû quitter la campagne à cause de ce modèle agro-industriel dans lequel ils ne pouvaient pas rentrer. Donc voilà, et moi j'ai montré plein d'expériences partout dans le monde qu'on peut nourrir le monde sans pesticides, beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui, grâce à l'agroécologie. Et en gros, il faut revenir à des fermes à hauteur humaine, où on sort de cette spécialisation à outrance des régions, comme on a ici en Bretagne, des cochons, dans la Beauce du blé, enfin, etc. Tout ça, c'est voué à l'échec. On va dans le mur total. Il faut revenir à des fermes qui ont des pluriactivités, en bio évidemment, et ça sera bon pour le climat, parce qu'on sait aujourd'hui que l'un des plus gros contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre, c'est le secteur agricole. Ça serait bon pour la biodiversité, je n'oublie pas, il ne faut pas l'oublier, hein, la biodiversité est en train de s'effondrer partout dans le monde, et pas que dans les forêts tropicales. Hein. Chez nous, 80% des insectes ont disparu, 30% des oiseaux, les abeilles sont fort mal en point, etc., etc. Je ne parle même pas de toutes les races animales qui ont disparu. Ça serait bon aussi pour la santé des écosystèmes. À Plouguerneau, je suis arrivé en train à Brest, on m'a pris en voiture pour aller à Plouguerneau. J'étais très très choquée parce que ça puait, mais alors un truc incroyable. Je me dis comment on peut contraindre les populations à supporter ça. Et puis les paysages sont évidemment, c'est terrible quoi. Les arbres arrachés, tout ça. C'est un mensonge de dire qu'on ne peut pas nourrir le monde sans pesticides. C'est absolument un mensonge. Et si on continue dans cette logique industrielle, évidemment, ça sera encore plus de famine, encore plus de problèmes de malnutrition partout dans le monde, parce qu'on va tellement affecter le climat qu'il n'y aura plus rien de sûr en agriculture. Hein, c'est déjà largement le cas. Il y a tellement d'aléas climatiques que les rendements ont cessé de monter. C'est affligeant même, vous voyez. Et je suis très triste finalement aussi pour tous ces agriculteurs qui vont se retrouver embarqués là-dedans, dans ce délire technologique, vous voyez. Ouais. C'est vraiment, c'est triste parce que c'est beaucoup d'endettement, ça va être beaucoup de souffrance, enfin, etc., etc. Et ça ne réglera rien du tout. Non, parce que là, vous avez parlé de violence aussi aux personnes, c'est quelque chose qui... Enfin, ça, c'est pareil, on me l'a répété X fois, mais c'est un système qui est violent et surtout envers, effectivement, les paysans, les hommes, etc. Et puis, ceux qui font le choix de faire autrement. Ils se sentent aussi souvent très seuls, enfin je peux en témoigner à titre personnel. Il y a un peu aussi de lassitude parfois dans les campagnes. En fait, il y a cette espèce d'évidence qu'il faut aller vers autre chose, en tout cas pour beaucoup, y compris parmi les paysans eux-mêmes. Hein. Comment on y arrive, comment on fait, enfin quel levier, enfin voilà. Le seul levier qu'on a, c'est une politique véritablement volontariste d'accompagnement de la transition agricole. Moi, je dis toujours, je suis né en 1960 sur ma ferme du Poitou. En 1962, c'était la grande loi de programmation agricole de Michel Debré et Edgar Pisani, où on a transformé les fermes familiales qu'il y avait avant la Seconde Guerre mondiale en fermes industrielles, et très rapidement, parce qu'on a mis le paquet, vraiment, les chambres d'agriculture, les techniciens qui arrivaient dans les fermes et qui disaient il faut faire le remembrement, et puis donc voilà. Ensuite, on connaît l'histoire, donc endettement systématique qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de lever le nez du guidon, parce qu'il y a une telle pression sur les agriculteurs qui ont cet endettement, qui en a fait des esclaves, c'est terrible, quoi, qui ne connaissent plus rien à la vie du sol. Moi, mon frère, quand il passe la ferme en bio, après le monde sur le Monsanto, il me dit il faut tout que je réapprenne, parce que je connais rien à la vie du sol. Il était allé en maison familiale, etc. Toute sa formation, on lui avait appris à mettre des engrais chimiques et puis des bidons dans les champs, c'est tout ce qu'il savait faire. On a besoin d'une nouvelle loi d'orientation agricole. Pour changer d'échelle, et on a besoin du gouvernement, quoi. On finit par se demander si tous ces femmes et hommes politiques qui poussent dans ce sens sont pas un peu comme les cochons bretons, hors sol, c'est-à-dire oui, déconnectés totalement. Non, mais c'est de l'humour un peu noir, mais c'est quand même la question. On est vraiment en train de dérégler le climat. L'eau va devenir un enjeu énorme. La santé est un problème aussi majeur. Mes 2 derniers films montrent comment il y a de plus en plus de maladies chroniques partout, de maladies infectieuses qui émergent partout.
parce qu'on déforeste dans les zones tropicales, etc. Euh, la biodiversité, mais c'est terrible ce qui se passe. Je veux dire, c'est la 6e extinction des espèces, mais on comprend ce que ça veut dire, quoi. La 5e, c'était à 65 millions d'années, quoi. Donc, comment on peut continuer d'ignorer tout ça? C'est impressionnant, franchement impressionnant. Et trouver une solution technologique, etc. Mais tout ça, c'est n'importe quoi, franchement. C'est très étonnant et même très inquiétant, quoi. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, ben, moi je dis toujours qu'il est trop tard pour être pessimiste. Donc, j'ai fait beaucoup de films pour soutenir les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'avenir, c'est ceux qui montrent qu'on peut faire autrement. Il y en a partout, sur toute la planète, y compris dans nos territoires. Ils ne sont pas beaucoup aidés et tout. On va montrer qu'on peut, qu'un autre monde est possible, quoi. Voilà. Mais c'est pas ça qui va suffire à. Non, c'est ça. C'est un petit peu le colibri qui est un peu isolé. Voilà. Donc, c'est important pour le moral, je vous dis, c'est important, voilà. Et puis ça fait du bien, etc. Mais il faut des mesures systémiques bien plus importantes que ça. Il y aura besoin d'une volonté politique plus large, donc ça dépend pas de nous, ça dépend de nos élus. Donc on va avoir. Il paraît qu'on a les élus qu'on mérite, donc on va peut-être commencer par voter mieux. Enfin bref, en tout cas, voilà. Et les femmes là-dedans, j'ai interrogé pas mal d'hommes qui m'ont dit il faut que les femmes s'impliquent fort sur ces questions d'écologie. Elles sont pas. Elles le font déjà. Elles Alors le font ça, déjà. c'est très étonnant. Moi, j'ai fait un film encore qui s'appelle Femmes pour la planète. Ouais. Où j'ai fait le tour du monde pour montrer que partout dans le monde, celles qui sont vraiment les chevilles ouvrières des initiatives de transition sont des femmes. Pour la préservation des semences, par exemple. Mais vraiment. Alors souvent, c'est les hommes qui sont mis en avant, mais sans les femmes, ça ne marche pas, les initiatives. Vu le rôle qui est attribué aux femmes depuis la nuit des temps, c'est elles qui prennent soin des personnes les plus vulnérables. C'est elles qui nourrissent quand même, d'abord qui donnent la vie déjà, quand même, ça ne faut pas l'oublier, qui allaitent, elles nourrissent leur bébé, et puis après elles nourrissent la famille. Dans beaucoup de pays, c'est elles qui prennent soin des semences, qui sèment, voilà. Et donc, je pense que ça explique en partie le fait que les femmes sont beaucoup plus sensibles à la détérioration de leur environnement immédiat. Elles ne sont pas encouragées à faire de la politique, elles sont plus qu'avant, mais enfin, c'est toujours pas ça. Donc, voilà, elles ont souvent un rôle un peu dans l'ombre. Je vois partout les initiatives, c'est quand même beaucoup de femmes qui permettent qu'elles existent véritablement, quoi. Il y a aussi cette idée qu'il y a une féminisation des métiers, et encore une fois, les chiffres, on leur fait un peu dire ce qu'on veut, et dans certaines instances, même, on voit bien que les femmes ne sont pas encore toujours représentées, notamment les instances économiques, et on sait que c'est là... Non, mais c'est ce que je dis, voilà. Même dans les initiatives de transition, mais n'empêche qu'elles ne marcheraient pas, ces initiatives, si avec des hommes, c'est ça que je veux dire. Voilà. Partout, il y a des femmes qui se mobilisent parce qu'elles sont inquiètes, hein. Elles sont inquiètes pour l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants. C'est aussi simple que ça aussi, hein. Et elles voient bien que les conditions de vie sont menacées. Vous venez présenter ce dernier film, Vive les microbes, et en quelques mots peut-être, parce que là c'est encore, encore un autre sujet. C'est pas du tout un autre sujet. Les scientifiques, je rappelle que c'est qu'il y a 50 ans, moins de 5% de la population souffrait d'asthme et d'allergie. Aujourd'hui, c'est 35%. Et l'Organisation mondiale de la santé annonce 1 personne sur 2 avant 2050. Et ce qu'ont démontré les scientifiques, c'est que la cause de cette explosion des maladies d'origine inflammatoire, pas que l'asthme et les allergies. L'asthme et les allergies, on le constate dans toutes les familles. Moi, quand je suis né, il y a plus de 60 ans, je ne savais même pas ce que c'était qu'une allergie. Non, tu as l'allergie au gluten, au lactose, aux acariens, je ne sais pas quoi. La liste s'allonge tous les jours. Mais aussi des maladies dont j'avais jamais entendu parler de ma vie, moi, encore il n'y a pas très longtemps, la maladie de Crohn. L'obésité, qui est aussi une maladie d'origine inflammatoire. En fait, ils ont démontré que c'est l'aseptisation des milieux de vie, le fait qu'on ait fait disparaître les microbes, en fait, trop d'hygiène, trop de bétonisation, plus de contact avec la nature, avec les animaux, etc., qui appauvrit le microbiote des enfants et affaiblit leur système immunitaire et les rend plus vulnérables aux excès inflammatoires. Et que la meilleure protection pour éviter ces pathologies, c'est de vivre dans une ferme traditionnelle, bio, où il y a des vaches, des arbres et beaucoup d'animaux. C'est ce qu'on appelle l'effet de la ferme. C'est absolument bien démontré. Les études montrent aussi qu'une protection absolue, c'est d'abord quand les femmes enceintes vont dans les étables.
accouchent par les voies naturelles, parce que les études montrent que les enfants nés par césarienne ont 10 fois plus de risques de souffrir d'asthme, d'allergie ou d'être obèses, allaitent leur enfant, et ensuite, les enfants donc, sont en contact avec les animaux de la ferme. L'étude dont je parle, c'est une étude de 20 ans dans 5 pays européens, c'est énorme, hein, qui confirme tout ce que je viens de vous dire. Alors, en France, elle a été réalisée en Franche-Comté. On fait du comté, donc les vaches mangent de l'herbe, du foin, parce que c'est partie du cahier des charges, etc. Ils se sont dit, alors on va aller voir du côté des États-Unis, où il y a une population qu'on appelle les Amish. Oui. Vous savez ce que c'est que les Amish? Ils sont partis du Jura, par là-bas, et d'Alsace au XVIIIe siècle en raison de persécutions religieuses. Et ils continuent de vivre comme il y a 2 siècles. Donc, et ils sont évidemment bio parce qu'ils sont contre tout progrès technologique. Ils s'éclairent à la bougie, ils n'ont pas de tracteur, et ils traient les vaches à la main, etc. Ils continuent de s'habiller comme il y a 2 siècles, etc. Ils ont fait une étude zéro asthme, zéro allergie, alors que leurs maisons sont bourrées d'allergènes. Ils se sont dit, les scientifiques américains, ils se sont dit, on va faire, quand même, c'est troublant, il y a peut-être un gène qui traîne dans ces communautés, vu qu'elles vivent en vase clos. On va comparer avec une autre communauté, les Utérites. Même profil. Ils se sont dit, en plus, ils ont des gènes similaires, etc. Donc, on va bien vérifier. Sauf que les Utérites, à la différence des Amish, ils pratiquent l'agriculture industrielle. Des vaches, méga fermes. Ils ont plein de tracteurs, des monocultures de soja transgéniques, etc., etc. Plein d'asthme et plein d'allergies. Pour ce qui est de l'obésité, c'est très intéressant parce qu'un chercheur américain m'a raconté, donc, au début des années 1980, après ses études de médecine, un jour il a appelé à Chicago, énorme épidémie de salmonellose, très virulente, avec des morts, hospitalisations, etc. Il se dit, tiens, elle vient d'où cette salmonelle très virulente? Il découvre qu'elle provient d'un élevage intensif de vaches. Et là, il découvre que pour faire engraisser, et surtout pour faire grossir plus vite les petits veaux, les petits poulets et les petits cochons, on met des antibiotiques dans l'alimentation. Oui, tout à fait. Il se dit, et ça marche, les cochons, tout ça, ils grossissent plus vite. C'est ce qu'il en est des humains. Il passe 30 ans là-dessus. Et il dit, la conclusion, c'est que la principale cause de l'explosion de l'obésité, c'est la consommation d'antibiotiques dans les 2 premières années de la vie, y compris pendant la grossesse. Tu prends des antibiotiques. Ouais, c'est connu. Voilà, parce qu'en fait, tu vas détruire en prenant des antibiotiques, tu détruis toutes les bonnes bactéries de l'intestin. Et ça fait le lit des inflammations. Oui, c'est vraiment très, très éclairant, parce qu'on comprend donc pourquoi aujourd'hui, dans toutes les familles, il y a de l'asthme, il y a des allergies, et sans parler d'autres maladies, les cancers du sein, parce que ça, j'ai décrit ça avec l'impact des perturbateurs endocriniens, des pesticides, etc. Cancer du sein, problème de stérilité, obésité, diabète, etc., etc. On est en train de payer très cher notre séparation avec la nature, très clairement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien en tant que personne qui n'allons pas forcément faire le choix de revenir à la vie à la ferme? Moi, dans mon livre, je donne toutes les recommandations vraiment qu'il faut transmettre aux couples qui ont des projets d'enfants, parce que s'il n'y avait pas ça il y a 50 ans, et qu'on a identifié les causes, on sait ce qu'il faut faire. Enfin, il suffit d'appliquer. Donc moi, je raconte tout ça dans mon livre en détail. Et effectivement, ça veut dire, l'idéal, c'est d'avoir une vache. Parce que les vaches, c'est des usines à bactéries. Vous savez, avec leur système digestif incroyable, avec leurs 4 estomacs et compagnie, en fait, elles ont des milliards de... Nous avons 100 000 milliards de bactéries dans notre intestin, mais elles, c'est beaucoup plus encore, et plein de bonnes bactéries qu'on retrouve notamment dans le fumier. Donc c'était très bien avant quand on avait le fumier près des maisons, en fait. Parce qu'en fait, d'ailleurs, l'une des chercheuses allemandes qui a beaucoup travaillé sur ces études, quand je lui ai dit qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui viennent d'avoir un bébé, il dit l'idéal c'est de trouver un tas de fumier et de le rouler dedans. Voilà. C'est pour vous dire qu'on est très très loin. Oui, on est très loin. Effectivement, ça va faire crier les gens. Voilà. Donc ça veut dire aussi arrêter de laver le bébé tout le temps, très mauvais. Et les adultes, une douche par semaine, c'est tout. Faut arrêter de. Après, l'obsession de l'hygiène, arrêtez quoi. Pas d'eau de javel, pas tout ça. Manger bio. Les études, vous verrez dans mon livre, c'est très clair. Tous les quelque chose là qu'on retrouve édulcorants, tout ça dans les produits transformés de l'industrie, ils flinguent tous des bonnes bactéries de l'intestin. Je fais partie des pisseurs, vous savez, volontaires, etc. On en a tous, parce que malheureusement il y en a partout. Eh bien, ça flingue tout aussi dans notre intestin, vous voyez. Donc, je raconte tout ça en détail dans le livre. Je mettrai le lien évidemment. Vive les microbes, voilà. Et donc voilà, il faut manger bio, il faut cuisiner.
Cuisiner Il faut aussi. manger moins de viande. Et le fait de revégétaliser les cours de récréation, Oui. d'enlever le béton et de mettre de la terre riche en humus, avec des bacs de terre où les enfants peuvent jouer, des plantes, enfin, etc. Eh bien, oui, c'est incroyable l'impact que ça a sur le microbiote des petits, parce que tout se joue dans les 1000 premiers jours de la vie. Donc. Et puis, il faut que les enfants soient le plus possible en contact avec la nature, le plus possible, y compris avec les animaux domestiques, ça protège aussi, les chats, les chiens. Enfin. Voilà. Et arrêter cette obsession de la propreté, quoi. Enfin, Ouais, donc beaucoup d'infos, d'idées reçues à déconstruire, comme on dit, pour reprendre très un mot. clairement, 99,99% des microbes, y compris des bactéries et virus, sont bons et indispensables à la santé. Il reste une petite minorité qui, effectivement, peut provoquer des maladies, ça ne faut pas le nier, mais ces maladies font d'autant plus de ravages qu'on n'a plus d'assez bons microbes dans l'intestin. C'est très clair, parce qu'en fait, les agents pathogènes dans l'intestin, ils ne peuvent proliférer que s'il y a de la place. Et voilà, c'en est fini pour cet échange avec Marie-Monique Robin. Je vous invite à aller découvrir son travail si ça vous intéresse. Elle a développé sa chaîne où elle a mis beaucoup de contenu en ligne, donc rendez-vous par là-bas. De mon côté, 2 gros projets arrivent. 2 projets d'édition, Terrienne, où je vais évoquer mon propre parcours en agriculture, et puis Paysanne 2. Rendez-vous sur mon site ajo.fr pour découvrir mon univers, mon travail, et qu'on se le dise, j'ai pas fini de dessiner le monde que j'ai envie de voir. Salut, portez-vous bien. Tu m'as fait peur. Parce que je me suis dit, j'étais tellement dégoûté, j'ai failli... il y avait une pression folle dans ce boulot, et du coup j'ai failli carrément tout... Parce que j'ai été durant 10 ans de ma carrière paysanne. J'ai perdu je crois 3 ou 4 hectares sous la route. Je sème. Je sème. Tu sèmes. Tu sèmes. Si c'est pour acheter un Non, toit, pour refaire ta cuisine, pour acheter une bagnole, je suis pas d'accord. La planète, forcément, si on veut en prendre soin, ça nous ramène